Bonjour à tous et merci d'être connectés. Merci d'aimer cette vidéo et de la partager. Merci de la partager au plus grand nombre afin que nous puissions non seulement partager cette communication politique, mais arriver au bout de sa diffusion. Car comme vous le savez désormais, nous faisons systématiquement l'objet d'attaques de la part des machines france-africaines qui ne souhaitent pas que nous puissions vous dire la vérité. Les machines france-africaines qui ne veulent pas que nous abordions des sujets tabous. Les machines france-africaines qui veulent maintenir la vérité captive, alors que nous sommes en train, dans cette série, de la libérer. Donc partagez la vidéo à vos connaissances. Partagez-la au plus grand nombre et aimez-la afin qu'elle soit partagée et que je puisse aller au bout de cet exercice oral. Bonjour à tous. Je suis, vous commencez à me connaître, je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. J'ai demandé à la jeunesse africaine de m'appeler le charismatique. C'est mon nom de code en politique. Et je le porte avec fierté et d'autant plus que la jeunesse va effectivement me l'attribuer. Car c'est un mot que j'adresse à la jeunesse, qu'elle m'appelle le charismatique. Je suis persuadé que les gens de ma génération vont continuer à m'appeler Privat Ngomo. C'est ainsi qu'ils m'appellent depuis qu'on se connaît. Mais vous, la jeunesse gabonaise, vous, les jeunes gabonais, qui ne me connaissez pas et qui me découvrez aujourd'hui, à travers ces différents lives, appelez-moi le charismatique. Je suis responsable général, non pas président du mouvement. Nous avons voulu, au New Power, mettre l'accent sur nos responsabilités. Responsabilité à l'égard de notre famille, responsabilité à l'égard de notre société, responsabilité à l'égard de notre État, de notre pays et responsabilité à l'égard de l'Afrique. Nous préférons la responsabilité à la présidence, qui souvent grise après la tête de ceux qui en portent le titre, au point qu'ils oublient finalement quelles sont leurs responsabilités et ne regardent qu'aux privilèges ou au prestige que leur confère la fonction présidentielle. Au New Power, nous avons fait un autre choix, celui de la responsabilité. Et je suis le responsable général du mouvement New Power. Un mouvement qui est associatif, politique et international. Il est foncièrement souverainiste, ouvertement anti-France-africain et fondamentalement néo-panafricaniste. Aujourd'hui, je ne vais pas développer le triptyque qui constitue notre corpus idéologique. Je vais plutôt m'attarder sur la thématique d'aujourd'hui. Nous avons maintenant engagé une nouvelle série que nous avons intitulée Gabao 2023. Série qui a été faite à l'attention des jeunes Gabonais qui iront voter l'année prochaine le prochain président de la République gabonaise.
Nous voulons, à travers cette série, édifier la jeunesse gabonaise sur les enjeux de leur pays, mais également sur les enjeux géopolitiques, car notre pays, le Gabon, appartient à un continent, et nous sommes dans un sous-continent francophone qui est dominé par la puissance impériale française, il faut le dire. Elle se cache derrière sa marionnette, qui est l'État gabonais, mais elle est bien présente et c'est elle qui dirige en réalité notre pays. C'est elle qui prend les décisions les plus importantes. Il faut le savoir. Continuer à ignorer cette donnée, c'est passer à côté de la réalité, de la problématique de notre pays. Il faut savoir que nous ne sommes pas souverains. Et donc, cette série, je veux vraiment l'utiliser aux fins d'édifier et d'instruire la jeunesse gabonaise. Qu'elle ne parte pas ignorante dans l'urne quand il faudra élire le prochain président du Gabon. Nous sommes au 7e épisode. Nous sommes donc à la 7e semaine de cette série. Cette 7e semaine de campagne où la thématique que j'ai souhaité développer porte sur la thématique suivante. Libérer Jean-Rémy Yama. Oui, je veux interpeller la jeunesse gabonaise sur le cas de M. Jean-Rémy Yama. Je sais que de plus en plus de jeunes suivent cette série. Et je veux vraiment les en féliciter et leur demander d'être encore plus nombreux. Car ils ont la possibilité sur notre plateforme New Power Official d'apprendre des choses qui ne leur seront jamais dites en dehors de ce cadre-là. Car ils ont pu s'en rendre compte depuis près de 30 ans, les hommes politiques classiques cultivent la langue de bois, le mensonge, pour arriver à leur fin. Nous sommes un disciple de la Marthe, c'est-à-dire que nous prenons la vérité et la justice. Quoi que cela nous coûte, nous dirons la vérité. Et si cette vérité est difficile à entendre, alors nous nous tairons. Nous ne la dirons pas à un peuple qui n'est pas prêt à entendre la vérité. Mais il est hors de question pour nous de dire une chose que l'on ne pense pas. Il est hors de question pour nous d'égarer la jeunesse en lui disant du mensonge. Nous disons sur cette plateforme, nous disons dans le cadre de cette série, la vérité. Notre part de vérité. Et si certaines personnes ne sont pas d'accord avec nos propos, ils ont la possibilité de venir contredire notre argumentaire. Et s'ils sont diffamés, ils peuvent porter plainte. Mais si nous avons dit la vérité, nous ne craignons pas de nous retrouver devant les tribunaux du Gabon pour expliquer le sens authentique de nos propos. Il faut que Jean-Rémy Yama soit libéré. Pour discuter de cela avec vous, j'ai souhaité structurer mon intervention en 3 parties, 3 chapitres. Le premier chapitre va consister d'abord dans un bref rappel historique du contexte de son arrestation. Le second va parler plutôt des acteurs qui sont impliqués dans cette affaire. Il y a des acteurs visibles que vous voyez et sur lesquels pour l'instant la plupart des personnes qui ont pris la parole se tournent, en parlent. Et puis il y a des acteurs invisibles, ceux qui agissent toujours dans l'obscurité, dans le secret, et qui sont souvent hautement plus puissants, plus importants. Et enfin, dans un troisième temps, avant la conclusion, je vais interroger le peuple gabonais sur son attitude vis-à-vis des emprisonnements illicites qui concernent souvent les sujets gabonais les plus courageux, qui se battent pour l'intérêt national et qui n'ont pas toujours en retour la solidarité attendue.
d'un peuple pour lequel, parfois, on est prêt à risquer sa position sociale, à risquer sa vie. Voilà les 3 chapitres que je vais aborder aujourd'hui. Je vous demande donc d'être très vigilant, de suivre cette communication politique et naturellement d'émettre des commentaires, car il faut que vous réagissez en donnant votre avis. Et souvent, je prends le temps de relire les commentaires et quand les idées sont pertinentes, je les intègre pour pouvoir peut-être mieux les développer dans le cadre d'un autre live. Nous allons commencer par le premier chapitre. Qui est Jean-Rémy Yama et qu'est-ce qui a justifié son arrestation? Alors, il faut savoir déjà que Jean-Rémy Yama est un syndicaliste. C'est-à-dire qu'il appartient à une organisation, à une association de personnes qui défendent les intérêts corporatistes de leur profession. Il est un membre actif de la société civile gabonaise. Il a eu à prendre des positions qui n'ont pas toujours plu à l'État gabonais, qu'il a déjà envoyé une première fois en prison. Il est aujourd'hui actuellement le président du syndicat national des enseignants et chercheurs, en abrégé le SNEC. Il est également le président de la centrale syndicale dynamique unitaire de l'enseignement. Voilà le pédigré de la personne qui a été arrêtée. Il a été arrêté dans un contexte où, naturellement, le gouvernement gabonais et les syndicats ne sont pas d'accord quant à la façon de gérer l'éducation de notre pays. Voilà le contexte. Mais que lui reproche-t-on? Que reproche-t-on? Pour savoir les dessous de l'affaire, il faut commencer par la création d'une société immobilière qui réunit Jean-Rémy Yama et les autres sociétaires, c'est-à-dire les autres enseignants et chercheurs. Cette société a bénéficié d'une subvention de 5 milliards, disent certains, de 3 milliards, disent d'autres. La subvention de l'État devait servir à viabiliser une zone d'habitation dans la région d'Angondje pour construire des logements pour les enseignants et chercheurs, logements qui étaient cofinancés par la subvention de l'État, au profit de 319 bénéficiaires, c'est-à-dire enseignants et chercheurs, qui ont cotisé dans la société Serpentin pour bénéficier d'une maison habitable de qualité. Jean-Rémy Yama est co-gérant, donc il n'est pas le seul. Ils sont 2 à gérer cette société et la sortie d'argent a toujours nécessité la double signature. Le financement de l'État n'a pas abouti comme ce qui avait été prévu. Donc on peut penser que sur les 5 milliards qui avaient été prévus, 3 milliards seulement ont été débloqués pour démarrer donc les travaux de viabilisation et puis de construction de logements. Les 2 milliards ne venant pas, eh bien, il y a eu un problème. Ce problème a fait en sorte que le projet, finalement, n'a pas été achevé totalement. Cela a créé donc des inimitiés à l'endroit de M. Jean-Rémy Yama, inimitié qui s'est traduite très clairement par une plainte qui a été déposée en 2017 par quelques sociétaires mécontents. Quels sont les chefs d'accusation qui sont portés à M. Jean-Rémy Yama? On l'accuse d'abus de confiance. On l'accuse d'escroquerie et de détournement de fonds sur l'argent qui a été déposé par les sociétaires, également sur l'argent qui a été subventionné par l'État gabonais. Or, que dit un rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la subvention? Elle dit que cette gestion a fait l'objet d'une orthodoxie, c'est-à-dire que l'argent a été bien géré. Donc rien que ce rapport déjà innocente la gouvernance financière de M. Jean-Rémy Yama sur ce dossier des 319 logements. Et donc, sur cette base, l'affaire avait été classée sans suite en 2019. Donc, 2 ans après que la plainte ait été déposée. Jean-Rémy Yama a donc été lavé de tout soupçon. Il n'y avait donc aucune raison pour une affaire classée sans suite qui se retrouve derrière les barreaux.
Pourtant, une nouvelle plainte a vu le jour en octobre 2021. Et cette plainte a fait en sorte que M. Jean-Rémy Yama soit arrêté alors qu'il était sur le point de regagner le Sénégal pour des raisons de santé. Il a été mis en garde à vue le 28 février 2022. Puis, quelques jours plus tard, le 2 mars, il a reçu un mandat de dépôt et il a été déféré à la prison centrale de Libreville, prison que je connais assez bien pour y avoir passé 10 mois, 10 longs mois. Mais Jean-Rémy Yama, ne se porte pas très bien et sa santé se dégrade. Ses avocats, plusieurs fois, ont demandé une demande de mise en liberté provisoire afin qu'il puisse comparaître libre, étant entendu qu'il donne toutes les garanties de représentation. Pourtant, le procureur de la République s'engage à refuser la liberté provisoire à M. Jean-Rémy Yama, malgré son état de santé qui se dégrade chaque jour, et il risque un décès, car il est victime d'un syndrome d'apnée de sommeil qui, dans un niveau très sévère, peut conduire à une sorte de mort cérébrale, comme l'a dit son avocat Ange Kevin Zigou. Mais le procureur de la République n'en a cure, et ce qui lui importe, c'est de garder en prison un honnête citoyen. Voilà officiellement ce qui est reproché à Jean-Rémy Yama. Alors, je voudrais, à ce niveau-là déjà, faire quelques observations. Le procureur de la République a décidé de garder M. Jean-Rémy Yama en prison pour une affaire de 3 milliards. Et des détournements de fonds dont les montants n'ont même pas encore été présentés au public gabonais. Je voudrais poser la question à ce procureur très zélé. En supposant un seul instant que l'honnête Jean-Rémy Yama soit effectivement à l'origine d'un détournement de fonds, en supposant cela, il y a des détournements qui sont beaucoup plus importants, qui ont été faits dans notre pays par des personnalités qui sont bien plus connues que M. Jean-Rémy Yama. Où est le zèle du procureur quant à sa volonté de les voir tous en prison, si effectivement ce procureur lutte contre la corruption? Pourquoi Liban Souleymane, le Gabonais de nationalité somalienne, qui a une patrie de rechange, pourquoi il n'est pas inquiété, lui aujourd'hui qui est au Rwanda, quand on sait qu'il a eu à détourner beaucoup d'argent dans le cadre des logements sociaux que l'imposteur s'était proposé de construire lors de son premier mandat? Pourquoi le procureur de la République ne s'intéresse pas au cas de M. Liban Souleymane? Il y a l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Mexan Akombressi, dont on dit qu'il aurait détourné plus de 600 milliards. On est donc loin des moins de 3 milliards qu'on accuse à M. Jean-Rémy Yama d'avoir détourné. Pourquoi Mexan Akombressi ne fait pas l'objet, de la part du procureur, d'une volonté de le mettre en prison pour lutte contre la corruption? Pourquoi? Pourquoi monsieur le procureur n'attaque pas Mexan Akombressi? Et que dire de Seydou Kane? Que dire de tous ces autres Gabonais d'adoption qui ont une patrie de rechange, qui ont détourné l'argent de notre pays et qui ont quitté parfois le Gabon pour pouvoir couler de beaux jours avec tout l'argent de notre pays qu'ils ont détourné? Pourquoi le procureur s'en prend-il à son propre frère gabonais quand il n'a même pas le courage de s'attaquer à nos frères gabonais d'adoption qui ont détourné bien plus d'argent et qui sont rentrés chez eux? Ce procureur, pourquoi, pour ce qui est des personnes mortes, n'a pas donné aux Gabonais les conclusions de l'enquête sur le massacre du 31 août au 1er septembre 2016? Un procureur de la République, lorsqu'il y a mort d'homme, doit réagir. Pourquoi ce procureur ne dit rien, ne donne aucun
aucun résultat de l'enquête. Si même un jour il a décidé de mener cette enquête sur la mort des Gabonais en 2016. On aimerait savoir qui sont les responsables de cette tuerie. Pourquoi il ne se prononce pas sur ces questions? Pourquoi y a-t-il cette justice sélective, ce deux poids deux mesures, où quand il s'agit des personnes du pouvoir, le parquet ou alors le procureur n'a jamais d'action punitive, comme pourtant la loi le prescrit. Mais quand c'est des personnes qui semblent être en désaccord avec la politique du gouvernement, on s'acharne sur elles au nom de la loi qui est lue au nom du peuple gabonais. Pourquoi cette attitude? Mais c'est simple. C'est simple. Et je vais donner une raison. Jean-Rémy Yama, en réalité, est mis en prison non pas parce qu'il faut lutter contre la corruption. Nous savons que lutter contre la corruption au Gabon est une gageure. Il est en prison aujourd'hui parce que on n'apprécie pas son engagement civique. On n'apprécie pas ses positions publiques contre ce régime imposteur. C'est cela qui dérange. On ne veut pas que la personne de Jean-Rémy Yama mobilise autour de lui le corps enseignant, qui ensuite évoluerait de grève en grève pour paralyser le pays. On ne veut pas que ce régime soit déstabilisé. Et on essaie de mettre en prison toutes les figures charismatiques qui ont la capacité de mobiliser autour d'elles les revendications, les frustrations et la volonté de changement. Voilà, en réalité, le vrai problème. Voilà les véritables raisons. Jean-Rémy Yama est en prison, non pas à cause d'une sombre affaire d'escroquerie dans laquelle il a été innocenté. Il est en prison parce que simplement, on ne veut pas qu'une figure du monde enseignant mobilise et déstabilise le régime de l'imposture. C'est cela la véritable raison. Il est en réalité un prisonnier politique, tout simplement. Au même titre que les visages que vous voyez là, derrière moi, au même titre que Kelly Ondobian, et au même titre que Jean Bosco Bungumu. Il est en prison parce qu'il ne partage pas la manière dont son pays est géré, parce qu'il conteste la gouvernance, parce qu'il est pour que notre pays soit mieux géré. Et on craint que son charisme puisse mobiliser, et donc on le met en prison. D'autant que l'année prochaine, il y aura des élections présidentielles. Et on sait tous que Jean-Rémy Yama, bien qu'il soit du Haut-Ogooué, ne soutient pas ce régime. On le sait. Il faut donc le faire taire. Et on pense que la prison est le meilleur endroit pour les opposants. Surtout pas l'Assemblée nationale, plutôt la prison. Et si vous êtes récalcitrant, on pense après au cimetière. Après la prison, c'est le cimetière. Au moins là-bas, vous ne dérangerez plus. D'où l'indifférence du procureur. Malgré la dégradation de la santé de M. Jean-Rémy Yama. Je vous ai donné là le problème, en rappelant le contexte. Maintenant, essayons de voir les acteurs, ceux qui sont en train de se mobiliser pour rendre la vie dure à M. Jean-Rémy Yama. Il y a des acteurs qui sont visibles, ceux que vous voyez et ceux que vous critiquez, sur lesquels je peux revenir un instant. Le procureur André-Patrick Ropona, pour ne pas le citer, et qui semble être très zélé quant à sa volonté de voir M. Jean-Rémy Yama en prison. Il y a la ministre de la Justice, Mme Dembe, qui est son autorité et qui certainement donne son accord. La femme de M. Damas est pour que M. Jean-Rémy Yama soit en prison. Alors que son pays est pourtant aujourd'hui représenté au Conseil de sécurité pour les droits de l'homme. Mais ça ne dérange pas de mettre des hommes qui ont une opinion différente en prison. Il y a également le ministre de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, M. Daouda Mungiama, qui est en situation conflictuelle avec Dynamique Unitaire. Donc on peut penser que ces deux ministres se sont entendus pour que M. Jean-Rémy Yama soit moins nuisible à leur politique. Et pour cela, il lui faut être à l'ombre.
Et on charge le procureur, M. Ropona, de faire la sale besogne, ce qu'il fait avec beaucoup de zèle. Voilà les acteurs visibles. Les membres du gouvernement sont à la manœuvre, c'est clair. Le procureur ne se mettrait pas à dos une partie des Gabonais s'il ne se sentait pas protégé par le ministre de la Justice et le ministre de l'Enseignement supérieur et naturellement le Premier ministre de la République. Voilà. Mais il faut voir au-delà de la partie émergée de l'iceberg. Ces acteurs visibles ne sont que la partie émergée. Les Gabonais doivent le savoir. Ce gouvernement n'est qu'une marionnette, je le dis souvent. Et là, vous avez l'exemple très clair que c'est une marionnette au service du marionnettiste. Et qui est marionnettiste? Mais c'est la France. La France officielle et des réseaux, il faut le savoir. Si c'est la France officielle des réseaux qui est le marionnettiste et qui agite les ficelles pour faire danser la marionnette dans un sens comme dans l'autre, il faut donc voir du côté de l'ambassade de France aujourd'hui. Alexis Lamec, qui est le nouvel ambassadeur de France au Gabon, est certainement impliqué dans cette affaire. Il est complice de ce non-respect des droits de l'homme. Pourquoi? Mais parce que la France soutient la dictature d'Ali Bongo. Cette dictature est censée garantir la stabilité. Donc par la force des armes, par la force de l'emprisonnement, la France assure que sa dictature va continuer à dominer sur les Gabonais et elle va continuer tout simplement, grâce à cette stabilité, à piller notre pays. Car si vraiment la France s'inquiétait de la situation de l'homme au Gabon, mais elle mettrait son influence à profit pour faire céder le gouvernement. Or, depuis que les prisonniers politiques croupissent dans les prisons du Gabon, avez-vous vu la France, patrie des droits de l'homme, manifester son mécontentement et exiger la sortie des prisonniers politiques? On voit les positions qu'elle tient quant à ce qui concerne les opposants en Russie. On voit les positions qu'elle tient aujourd'hui quant à ce qui concerne l'Ukraine, qui doit être une nation démocratique et qui ne doit pas tomber sous la férule d'un autocrate que serait Vladimir Poutine. On voit les positions françaises, ou sur le plan international, quand il s'agit de l'Europe, défendre la démocratie. Mais en Afrique, on voit bien qu'elle soutient la dictature. Donc il est clair que Jean-Aimé Yama et tous les prisonniers politiques, aujourd'hui, qui sont en prison, inquiètent le régime, inquiètent la stabilité du régime. Or la France a besoin de cette stabilité pour piller notre pays en paix. Donc l'ambassadeur de France soutient la politique où le gouvernement gabonais met en prison toute personne qui essaie de lever la voix contre lui. Car ces différents opposants, ou bien ces leaders d'opinion qui ne partagent pas la gouvernance du Gabon, sont d'éventuels perturbateurs de stabilité, d'éventuels déstabilisateurs du régime. Il faut donc, pour éviter le régime, afin qu'il soit déstabilisé, il faut donc, pour éviter cela, qu'on mette en prison tous ces éléments qui dérangent. Et Jean-Rémy Yama, aujourd'hui, fait partie de ces leaders d'opinion qui dérangent la stabilité du régime d'Ali Bongo et donc dérangent la stabilité du marionnettiste qui a besoin de cela pour piller notre État. Vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas l'ambassadeur au premier loge, mais il agit en arrière-plan, dans l'ombre. Et ses décisions sont irrévocables, car c'est lui, en réalité, le vrai maître du pays. Car ce gouvernement prend ses ordres à l'Élysée, et l'Élysée commande, soit par coup de fil, ou alors par le billet de son ambassadeur. Vous devez savoir que la France-Afrique soutient fermement la dictature au Gabon. Et que lorsque un prisonnier politique croupit en prison, c'est avec la bénédiction de l'ambassadeur de France. Car un homme politique, un opposant en liberté, pourrait déstabiliser ce régime. Or, qui soutient le régime? C'est la France-Afrique. C'est donc la France. Et donc l'ambassadeur de France. Et l'ambassadeur de France n'est pas seul. L'Union européenne aussi ne dit rien, ne réagit pas sur les droits de l'homme qui sont piétinés au Gabon. De même que l'ambassade des États-Unis. On voit que le bloc occidental maintient cette position
presque raciste de considérer que l'homme noir n'a pas le droit d'avoir la liberté, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir choisir ses propres dirigeants. Non, il reste toujours une bête de somme qui doit subir la domination éternelle. C'est cela la réalité que je vais expliquer à la jeunesse gabonaise qui m'écoute en ce moment. Il y a une solidarité de l'Union européenne, une solidarité des États-Unis avec la France pour maintenir la dictature qui oppresse les Gabonais. Voilà pourquoi ils ne réagissent pas. Ils sont au courant. Ils vivent dans notre pays. Ils savent bien les débordements de l'État gabonais. Mais est-ce que vous les voyez réagir? Est-ce que vous les voyez demander à l'État gabonais de respecter les droits des populations, les droits des opposants? Non. Peu leur importe. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un pays stable. Et cette stabilité est assurée par la dictature. Dictature qu'ils soutiennent fermement et secrètement. Donc nous ne serons plus dupes. Il ne sert à rien d'aller à l'Union européenne demander que M. Jean-Rémy Yama soit libéré afin que l'Union européenne fasse pression sur l'État gabonais. L'Union européenne ne le fera pas. L'Union européenne ne le fera pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et ensuite, je vais terminer sur le cas du Mali. Cette anecdote est la suivante. Quand je suis sorti de prison, le 20 mai 2020, il y a de cela plus de 2 ans maintenant, Georges Paga m'avait confié la mission de faire un rapport sur la situation des prisonniers politiques. Georges Paga est le président du ROL-BG, qui défend les droits de l'homme et qui veut la bonne gouvernance dans son pays. J'ai fait ce rapport où j'ai fait la liste des différents prisonniers politiques et on a souhaité, lui et moi, qu'il fallait rencontrer les autorités diplomatiques qui exercent dans notre pays pour que ces dernières fassent pression sur l'État gabonais afin que les prisonniers politiques sortent de prison. Nous sommes allés voir le responsable de la délégation de l'Union européenne, M. Forte, qui naturellement a laissé entendre qu'il n'avait pas le pouvoir d'imposer, disait-il, d'imposer à l'État gabonais de sortir les prisonniers politiques, car ça, cela relève de la politique intérieure du Gabon. Cette blague. Nous sommes ensuite allés voir les autorités françaises. Je suis donc parti à l'ambassade de France, où j'avais fait, il y avait de cela à peu près 10 mois, l'opération Lumumba. Je suis donc parti à l'ambassade de France et j'ai rencontré le premier secrétaire d'ambassade et le premier conseiller, qui m'ont reçu pendant près de 2 heures. Et avant, j'avais rencontré l'ambassadeur d'Allemagne, qui lui m'avait reçu pendant 3 heures. Mais toujours le même discours rodé, diplomatique. Nous ne pouvons pas faire pression, nous ne pouvons que recommander fortement. Ça s'arrête là. Alors, j'ai eu cette observation que j'ai faite à mes 2 interlocuteurs, le premier conseiller d'ambassade et le premier secrétaire. Je leur ai dit, vous savez, notre pays aujourd'hui est sous la domination de la France. Que vous le vouliez ou non, nous parlons votre langue, nous utilisons une monnaie voulue par vous, nous avons une base militaire française dans notre terrain. Donc, il ne faut pas continuer à nous faire croire que nous sommes un État indépendant, alors qu'en réalité, c'est vous qui décidez à la place de l'État gabonais, c'est vous qui fixez qui est le président, c'est vous qui donnez l'argent avec lequel nous allons vivre, c'est vous qui fixez l'économie de notre pays à travers vos entreprises, c'est vous qui décidez de tout. Donc, vous avez la possibilité, l'influence nécessaire pour faire plier l'État gabonais, qui n'est en réalité à votre solde. Et ils ont refusé, en disant non, ils ne peuvent que recommander, et donc il nous faut toujours aller discuter avec l'État gabonais pour voir dans quelle mesure il allait finir par accepter de nous écouter et libérer les prisonniers politiques. Alors, je leur ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, vous savez, je vais vous donner un cas historique. Lorsque la France a perdu la guerre face à l'Allemagne, nous sommes là en 1940, il y a un Allemand qui s'appelle Fedor von Bock,
Il était le général Feldmarschall de l'armée allemande, qui avait mené le combat, qui avait battu l'armée française. Cet homme, Fedor von Bock, a été administrateur de la France pendant un certain temps. Il avait tout le pouvoir. Il avait le pouvoir même sur l'état de vichiste, dirigé à l'époque par le maréchal Pétain. Alors imaginez un seul instant que les Français, par exemple, se soient mis en petit comité pour aller voir ce général Feldmarschall, Fedor von Bock, pour lui demander s'il pouvait libérer Jean Moulin, le résistant. Et que ce petit comité français s'entend dire que, écoutez, franchement, nous, les Allemands, nous ne pouvons pas, c'est une affaire intérieure, allez plutôt voir le maréchal Pétain, c'est peut-être lui qui pourrait voir dans quelle mesure il pourra accéder à votre demande. C'est exactement la même situation que nous vivons au Gabon. Vous avez autorité sur l'État gabonais. L'État gabonais ne respecte pas les droits de l'homme. Vous prétendez une nation démocratique qui veille à ce que les droits de l'homme soient respectés sur la terre entière. Et dans un pays comme le Gabon, où vous avez tout le pouvoir et toute l'influence nécessaire, vous vous refusez de dire à l'État gabonais de respecter les droits de l'homme. En réalité, le respect des droits de l'homme va amener la possibilité des Gabonais de remettre en cause ce régime que la France soutient. Et donc, il est dans l'intérêt de la France d'avoir les prisonniers politiques, justement, qui ne peuvent pas déstabiliser le régime, parce qu'ils sont à l'ombre. C'est la partie invisible que les Gabonais ne voient pas, et que moi je veux relever aujourd'hui. Si Abaminko, Roland Désiré, si Zibiabe Bertrand, si Kelly Ondobian, si tous les autres hommes politiques sont en prison aujourd'hui, c'est parce que l'État gabonais a la bénédiction de la France. Donc en réalité, il faut même aujourd'hui, si l'on veut avoir des solutions, commencer à nous rapprocher de l'ambassade de France et d'exiger d'elle, car c'est elle qui détient la véritable souveraineté de notre pays, de faire libérer nos opposants. C'est ainsi que moi je vois les choses. Donc la campagne qui est menée aujourd'hui pour libérer Jean-Rémy Yama doit se tourner vers ceux qui en réalité détiennent le pouvoir au Gabon. Et non plus aller s'adresser à la marionnette qui, avant de prendre toute décision, va se tourner vers le marionnettiste. On le sait. Et le cas de M. Jean-Rémy Yama est flagrant. On voit bien qu'il n'est pas question ici de lutte contre la corruption. J'ai cité quelques noms de personnes qui ont vraiment pillé notre pays. Sont-ils inquiétés? Non. Ils ne sont pas inquiétés. Mais un Gabonais qui n'a pas pillé, qui n'a pas volé, qui a été innocenté, parce qu'il y a des idées qui déplaisent au pouvoir, est mis en prison. Avec la bénédiction de l'ambassadeur de France, M. Alexis Lamec, que je vais citer ici. Ils ne vont plus nous tromper. Nous avons été pendant longtemps assez naïfs, assez dupes, pour penser que ces Français étaient véritablement nos amis. Non. Ils sont ici pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts nationaux, l'intérêt de la France. Ils ne sont pas ici par fraternité. D'ailleurs, ils ne vivent pas avec nous. Ils vivent en communautarisme, on le voit. Donc si pour la stabilité de notre pays, si pour la stabilité d'un Gabon qu'on doit piller au calme, il faut mettre en prison des opposants politiques, des leaders d'opinion qui ne partagent pas du tout la gestion, la gouvernance du Gabon par le système Bongo PDG, eh bien, tant mieux pour les Français. Au moins, on aura réussi à neutraliser des esprits dérangeants, des esprits perturbateurs, des esprits déstabilisateurs. C'est cela, la vérité. C'est le point de vue que nous avons et que nous exprimons. Nous voulons donc dire aux Gabonais qu'il ne s'agit pas seulement de s'attaquer à la marionnette en exigeant que cette dernière libère Jean-Rémy Yama. Elle ne le fera pas
tant qu'elle n'a pas reçu l'ordre de la France, qui craint peut-être que Jean-Rémy Yama mobilise autour de lui et déstabilise un régime qu'elle soutient secrètement. Maintenant, observez le cas du Mali. Vous avez vu comment la France est mobilisée? Vous avez vu comment l'Union européenne, les États-Unis se sont mobilisés pour sanctionner le gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta. Vous avez vu comment ils sont mobilisés? Pourquoi ils le font? Ils le font parce que il y a à la tête du Mali désormais des patriotes, des personnes qui ne prennent pas leurs ordres à l'Élysée et qui ont décidé de faire du Mali une nation souveraine. Cela a provoqué l'ire des Français, le courroux de l'Union européenne et des États-Unis. Ils ont donc décidé de faire du tort, de faire tomber le régime d'Assimi Goïta, qui est pourtant porté par le peuple. Révolution populaire qui s'est soldée par un coup d'État que Assimi Goïta a mené afin de parachever dans les actes cette révolution. Vous avez vu l'attitude des Français? Ils ont compris qu'ils sont en train de perdre le Mali. Et pour cela, il faut faire tomber par des sanctions le gouvernement de la transition malien. Donc, leurs intérêts sont véritablement menacés aujourd'hui au Mali. Ils ont réagi fermement, vigoureusement. Au Gabon, vous voyez bien qu'ils soutiennent la dictature d'Ali Bongo, car cette dictature garantit à la France le pillage systématique de nos richesses. Donc, toute personne qui va entraver cette stabilité doit être mise en prison, avec la bénédiction de la France. Sachez-le, arrêtez de ne voir que la partie émergée de l'iceberg et désormais les yeux d'initiés. Regardez au plus profond. Si vraiment la France défendait les droits de l'homme dans notre pays, elle aurait exigé de l'État gabonais que ce dernier libère les prisonniers politiques. Elle aurait exigé. Elle aurait exigé à l'État gabonais de mener une véritable lutte contre la corruption. Oh, regardez, la corruption continue, ne s'arrête pas, elle s'amplifie même. Et les Français sont là et regardent. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui organisent cette corruption. Les prisonniers politiques continuent à croupir en prison. On continue à mettre des gens de manière illégale, de manière illicite en prison alors qu'ils n'ont rien fait. Parce que simplement, ils dérangent le système. Ça se fait avec la bénédiction de la France. Sachez-le. Ne soyez plus naïfs. Ne soyez plus candides. Ne soyez plus dupes. C'est la France, dans cette affaire, qui est à la manœuvre. Donc, je veux vraiment sensibiliser la jeunesse gabonaise, mais aussi les Gabonais, sur certains aspects qui sont souvent cachés, qui ne sont pas relevés. Mais tant que nous ne mettrons pas le doigt sur des aspects fondamentaux, tant que nous ne mettons pas le doigt sur les vrais problèmes, nous n'aurons jamais les vraies solutions. Et moi, je reste persuadé que l'emprisonnement, aujourd'hui, Jean-Rémy Yama, participe d'une conspiration où l'ambassade de France est complice. Moi, je critique directement le donneur d'ordre et pas l'exécutant. Les acteurs visibles ne sont que les exécutants. Ceux qui donnent les ordres, ce sont ceux qui sont cachés et qui espèrent qu'en étant cachés, nous ne les verrons pas. Nous les avons vus. Ils craignent une déstabilisation du régime. Ils craignent que la personne Jean-Rémy Yama mobilise. Donc, il faut le mettre à l'ombre. Comme ils ont mis à l'ombre tous les autres qui ont tenté de mettre en cause la gouvernance et donc la stabilité de la dictature du système Bongo PDG. Parlons du dernier chapitre et nous allons finir là. Chaque fois qu'un Gabonais, une Gabonaise, a décidé de prendre son courage à deux mains et de s'opposer de manière pacifique à ce régime, il est généralement arrêté. Pourtant, il s'est levé pour l'intérêt national.
il se bat pour la cause commune. Il n'est pas question seulement de sa personne, il est question de toute la nation gabonaise. Mais comment les Gabonais réagissent-ils à cet acte de bravoure? C'est le troisième et dernier chapitre que je vais aborder maintenant. Comment les Gabonais vous comportez vis-à-vis de l'emprisonnement illégal d'un des vôtres qui pourtant se bat pour la cause? Comment vous vous comportez? Ce que l'on constate, c'est qu'à l'exception des amis, à l'exception de la famille, à l'exception de quelques membres engagés de l'opposition ou de la société civile, les Gabonais semblent témoigner d'indifférence au sort d'un des leurs, qui pourtant a mis sa vie en jeu pour que le pays change. C'est le cas de M. Jean-Rémy Yama, qui depuis plus de 10 ans n'a pas démérité dans le combat qu'il mène pour que notre pays sorte de la dictature. Mais chaque fois qu'il est arrêté, et là ce sera la deuxième fois, comment se comporte le peuple gabonais pour lequel il se bat? Il y a, il faut le dire, peu, pour ne pas dire pas, de manifestations d'ampleur. Pourquoi? Pourquoi le peuple gabonais pour qui on se bat est si indifférent? Pourquoi a-t-il peur? Pense-t-il que la peur lui garantit la démocratie? Pense-t-il que l'indifférence vis-à-vis des Gabonais courageux vont lui permettre de changer de paradigme, d'avoir un état de droit où il y a une bonne gouvernance et où il fait bon vivre? Les Gabonais pensent-ils que c'est la peur et l'indifférence qui vont changer notre pays positivement? J'interpelle les Gabonais. Ils doivent se mettre en question. Ils ne peuvent pas continuer à glorifier le Mali dans sa révolution, à glorifier l'Algérie, à glorifier le Soudan, à glorifier les Tchadiens quand ils manifestent. Et lui, il pense que c'est de manière messianique que son pays changera. S'il a cette approche, je crois vraiment qu'il se trompe. Le Gabon va changer quand ses fils et ses filles vont se lever. Vont se lever plutôt que d'avoir peur. Si la peur nous garantissait d'avoir une longue vie, mais moi, Privat Ngomo, le charismatique, je serais le Gabonais le plus peureux. Je serais peureux à une intensité peut-être de 150, de sorte que cette peur me donne la possibilité de vivre 150 ans. Peut-être même les plus peureux comme moi auraient une intensité de 300 pour pouvoir vivre 300 ans. Or, rien ne dit que si vous avez peur, vous allez vivre longtemps. Or, les gens ont peur de mourir, mais on finira bien par mourir un jour. Il est donné à l'homme, comme dit la Bible, de mourir une fois. Mais au moins que cette mort soit valeureuse. Que cette vie au moins ait servi à la cause nationale. Que cette vie ait servi pour que les générations futures vivent dans un pays qui se soit amélioré. Parce que le sang aura coulé pour la bonne cause. C'est ainsi dans les autres pays. C'est ça aussi la même chose dans notre pays. Soyez-en convaincus. Nous n'obtiendrons rien dans la peur. Notre pays ne changera pas dans l'indifférence totale des Gabonais. Jamais. Et ce n'est pas en glorifiant les autres pays qui, eux, ont vaincu la peur que notre pays changera. Bien au contraire. Plusieurs Gabonais ont été arrêtés. Combien de Gabonais se mobilisent pour que ces Gabonais soient libérés? Combien? Très peu. Parce que chacun pense que cela ne lui arrivera pas. Oui, il a été arrêté, mais c'est lui, ce n'est pas moi. Donc je ne m'implique pas. Mais un jour, ce sera toi qui seras arrêté. Et ce jour-là, tu voudras maintenant que les Gabonais qui sont restés en liberté se battent pour que tu puisses sortir de prison. Quand Zibi a été arrêté, sa mère est montée au créneau. Ses parents sont montés au créneau pour exiger sa libération, car il n'avait rien fait de mal. Il a démissionné du PDG avec fracas. C'est tout. Il n'a pas tué, il n'a pas volé. Il a peut-être été mis en prison.
Sa mère s'est mobilisée. Ses frères, ses sœurs, sa famille. Mais le peuple gabonais pour lequel Zibi se battait, s'est-il mobilisé pour la cause de Zibi? Non. Je n'ai pas vu le peuple gabonais se mobiliser. Même pas sur les réseaux sociaux. Je n'ai vu aucun challenge où chaque Gabonais décide de faire une petite vidéo et demande dans cette vidéo que Zibi soit libéré. Mais si les Gabonais avaient fait ce challenge et qu'il y aurait eu plus d'une centaine de milliers de Gabonais, mais le pouvoir aurait peut-être commencé à changer. Moi, j'ai été arrêté. Je ne suis pas au Gabon parmi les plus malheureux. Je peux même me contenter de ma situation sociale. Je suis un cadre supérieur. Je gagne assez bien ma vie. Mais j'estimais que mon pays méritait mieux. Et je suis parti accuser le principal auteur de la situation de mon pays, la France. Je l'ai fait publiquement et pacifiquement à l'ambassade de France. J'ai été arrêté pendant 10 longs mois. Loin de ma femme, loin de mes enfants, loin de ma famille, loin de mes amis. À l'exception de ma famille, de quelques rares amis qui ont eu le courage d'affronter les médias et donc d'assumer leur position, et naturellement de la diaspora qui m'a beaucoup soutenu. À l'exception de ces cas-là, je n'ai pas vu le peuple gabonais se mobiliser derrière moi. Pourtant, je me bats pour la cause nationale. Je ne le fais pas pour moi. Mais ce peuple pour lequel on se bat, pourquoi il est toujours retranché? Pourquoi il a toujours peur? Il pense que la prison ne lui arrivera pas. Il pense que la mort n'attrapera pas. Mais si! Ceux qui m'écoutent aujourd'hui pourront demain être des prisonniers. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui pourront demain mourir. Mais au moins que leur mort ou que leur emprisonnement serve à ce que notre pays change. Notre pays devienne un état de droit et respectable. Nous avions, avec Georges Paga, lancé la libération de tous les prisonniers politiques. Nous avions demandé un challenge. Nous avons souhaité que les Gabonais prennent conscience qu'il ne faut plus qu'ils acceptent que l'arbitraire soit l'élément de référence de la justice. Et que, au mépris du droit civil, on décide, parce qu'on a l'autorité, on a la force, d'emprisonner quiconque a une voix discordante. Nous avions souhaité, dans le cadre de cette campagne, libérer tous les prisonniers politiques, que les Gabonais se mobilisent. Combien se sont mobilisés? Allez sur la page Facebook, libérer tous les prisonniers politiques. Vous verrez le nombre de vidéos de personnes qui ont osé participer au challenge. Alors, pour des challenges aussi importants, où chacun doit prendre des risques, chacun doit se mobiliser pour que notre pays se porte mieux. Pour ce genre de challenge, personne véritablement ne se mobilise. Très peu de gens. Mais pour des challenges que je considère, pardonnez-moi le terme, stupides, crétins, comme montrer sa photo quand on a 6 ans, et puis la remonter quand on est maintenant âgé, ou bien comme le challenge des chaussettes rouges ou roses. Mais quand je vois ce genre de challenge qui semble puisé par les Gabonais et qui n'apporte pourtant rien à notre pays, du point de vue des questions fondamentales, je me dis que non. Il faut quand même qu'on commence vraiment à se mettre en cause et à se dire que le pays ne va pas changer si nous-mêmes nous continuons à être portés sur des futilités. Ce pays changera quand on va commencer à être sérieux et aborder les problèmes de fond qui demandent du courage et de la détermination. Je vais vraiment questionner les Gabonais sur le rapport qu'ils ont avec l'emprisonnement d'un des leurs, quand c'est un emprisonnement politique. Est-ce qu'ils vont continuer à être indifférents, à ne pas se mobiliser? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir peur? Ce qu'il nous faut, c'est plus de courage. Les idées, nous les avons. C'est la mise en œuvre de ces idées maintenant qui nécessite le courage. Un courage qui doit se faire avec la solidarité du plus grand nombre. C'est ainsi seulement qu'on pourra faire tomber la dictature et pas autrement. Donc moi, Privat Ngomo, le charismatique, je prends la parole aujourd'hui pour exiger la libération de
Monsieur Jean-Rémy Yama. Libération immédiate et sans condition. Et je tiendrai pour responsable les acteurs visibles et invisibles que j'ai nommés si d'aventure notre héros national, Yama, venait à perdre la vie. Je tiendrai pour responsable les acteurs visibles et invisibles que j'ai cités. Alors pour éviter qu'il y ait cette tragédie humaine, il vaut mieux que le procureur soit sage et reconnaisse qu'il doit libérer un homme qui n'a rien fait de mal. Et que lui, un jour, procureur, quand ce pays changera, et il changera, il devra rendre des comptes. Comme les nazis ont rendu des comptes au tribunal de Nuremberg. Les nazis étaient persuadés qu'ils étaient invincibles et qu'ils prendraient le contrôle total de l'Europe. Ils en étaient persuadés, convaincus. Ils ont pourtant perdu la guerre. Et ils ont dû rendre compte. Et ce n'était pas la joie. Les plus lâches ont fui et n'ont plus assumé leur rôle dans l'histoire. Je dis au procureur actuel qu'un jour, il rendra les comptes des actions qu'il pose. Il rendra des comptes. Lui et tous ses prédécesseurs, qui parfois, au déni de la loi, ont posé des actes qui sont répréhensibles. Libérer Monsieur Jean-Rémy Yama. Il ne mérite pas cela. C'est un citoyen honnête, c'est un citoyen sage, c'est un citoyen pacifique qui combat ce régime. Il a le droit de le faire. La Constitution autorise M. Jean-Rémy Yama à avoir sa liberté d'opinion, sa liberté de parole. Sa place n'est donc pas en prison. Surtout si sa santé se dégrade. Nous ne supplions pas le procureur, non. Nous exigeons qu'il respecte la loi en libérant Jean-Rémy Yama. Et nous disons au peuple que ce n'est pas dans la peur, ce n'est pas dans la couardise, ce n'est pas dans l'indifférence que son pays, le Gabon, changera. Il n'y aura pas de Messie qui viendra et qui nous sauvera. Nous sommes chacun le Messie de notre pays. Pour peu qu'on soit conscient de ce rôle et de cette mission et qu'on ait le courage de l'assumer. Moi, j'assumerai la part qui me revient. Et je pense le faire à travers ces lives. Et bientôt, c'est sur le terrain que vous verrez le charismatique. Car il y a une chose de discuter virtuellement, il y a une autre d'aller sur le terrain. Pour bien montrer que on ne se contente pas de la virtualité accommodante, non dangereuse. On prend des risques lorsqu'on veut voir son pays changer. Voilà ce que je tenais à dire à la jeunesse gabonaise qui m'a suivi. Pour conclure, je vais toujours m'adresser à cette jeunesse en lui disant la chose suivante. Voilà les cheveux du charismatique, tressés. Si vous voulez que je sache que vous êtes avec moi dans l'armée tressée gabonaise, anti-France africaine et souverainiste, si vous voulez être les soldats qui vont se battre pour arracher leur souveraineté à la France, si vous voulez être les guerriers qui vont se battre pour chasser la France-Afrique de notre pays, le Gabon, tressez-vous les cheveux comme moi. Ce sera notre marque de reconnaissance, notre signe d'identification. Imaginez un seul instant qu'à un moment donné, beaucoup de jeunes Gabonais se tressent les cheveux comme le charismatique. Qu'est-ce que ça envoie comme signal? D'abord, que vous suivez mes lives, que vous commencez à comprendre ce que je vous dis, que vous êtes conscient des réalités, des enjeux, que la vérité qui vous est livrée, vous êtes allé la vérifier
et que je ne vous ai pas menti. Donc, en vous tressant les cheveux, vous montrez que non seulement vous suivez les lives, mais qu'également, vous avez compris le message. Deuxièmement, que vous êtes prêt maintenant à vous battre pour votre pays. Car ce n'est pas en restant à la maison, en ayant peur et en étant indifférent, que vous allez voir la situation de votre pays s'améliorer. Bien au contraire. Elle va continuer, comme depuis 62 ans, à empirer. Mais si vous vous levez fièrement, si vous vous portez des tresses, et si vous vous battez à côté du charismatique, alors vous allez voir que les choses vont changer. Vous verrez que les choses changeront. Mais seul, on n'arrivera jamais à rien. À plusieurs, et on a besoin d'être nombreux, nous pouvons changer les choses. À plusieurs, nous pouvons changer les choses. Donc, rejoignez le charismatique. Adhérez au mouvement New Power. Tressez-vous les cheveux. Soyons les plus nombreux à vouloir que notre pays soit indépendant. Et ne jouons pas la carte des France-Africains qui veulent juste arriver au pouvoir et qui vont demeurer les marionnettes de la France. Car dans l'opposition, il y a ceux qui n'affrontent jamais la France. Parce qu'ils ont besoin d'être adoubés. Et donc, quand ils seront aux affaires, par la volonté de la France, eh bien, ils feront les 4 volontés de la France. Et donc, les choses n'auront changé en rien pour vous. Si vous voulez qu'elles changent réellement, suivez le discours de vérité que je tiens. Tressez-vous les cheveux pour appartenir à l'armée. Tressez. Anti-France africaine et souverainiste. Et soyez prêts quand le charismatique descendra sur le terrain. Ce qui ne va pas bientôt tarder. Voilà le message que je voulais transmettre à la jeunesse gabonaise ce jour du jeudi 16 juin 2022. Je remercie à tous ceux qui se sont connectés d'avoir protégé cette vidéo, car nous n'avons subi aucune attaque. Vous commencez à avoir le bon réflexe. Merci. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et espère vous avoir avec moi la semaine prochaine sur une autre thématique qui va porter sur l'opposition au Gabon. L'opposition radicale et l'opposition France-africaine. Quelle est la différence? Oui, il est temps de discerner le bon gré de l'ivraie. Qui sont les opposants qui veulent vraiment que notre pays change? Et qui sont ceux qui veulent juste accéder au pouvoir et continuer à être les marionnettes de la France? Voilà la thématique du 8e épisode qui se tiendra la semaine prochaine. OTEP, à la jeunesse gabonaise qui a suivi cette communication politique depuis le Gabon. OTEP, à la jeunesse gabonaise qui a suivi cette communication politique depuis l'Afrique, depuis Kama. Et enfin, OTEP, à la jeunesse gabonaise qui nous a suivis de par le monde grâce à Internet. On se voit donc jeudi prochain. À bientôt.